Bonjour à tous. Bien écoutez, je vais vous présenter notre aventure littéraire, notre travail d'écriture au sein de la Fabrique du Futur pour ce livre Stratégie pour un futur humain qui devrait paraître, j'espère, au printemps prochain, c'est-à-dire avant les présidentielles, de telle sorte que nous puissions envoyer notre livre à tous les candidats et entraîner une participation au débat public. Et puis, dans cette perspective-là, après les élections, il y aura l'événement important à l'Université catholique de Lille. Et je pense que ça serait bien que nous puissions également contribuer au débat avec ce livre. Et puis encore plus loin, en 2023, avec Michel Salov-Coste, nous envisageons tous de faire un tour du monde, réel cette fois, et peut-être que là encore, le livre peut être une contribution de débat, d'échange, pour être enrichi et pour essayer de porter une certaine vision dans le vaste monde. Alors, à la suite, que s'est-il passé à la suite de notre contribution, la contribution de la Fabrique du Futur à France Stratégie? Eh bien, nous nous sommes dit, Éric Seuillet, Michel Salovkost et beaucoup d'autres, pourquoi pas cette fois-ci un livre. Ce livre, Stratégie pour un futur humain, nous nous sommes mis dans une petite équipe. J'assume que j'ai voulu que cette équipe ne soit pas trop importante en nombre. Il y avait un noyau dur, mais ceci n'exclut en rien ceux qui auraient voulu ou qui voudraient encore nous rejoindre. Nous les écouterons, nous les auditionnerons et ils participeront à des éléments d'écriture, de relecture, de telle façon que ce soit vraiment un livre collectif de la Fabrique du Futur. Mais je pense que pour la qualité et l'efficacité, il était important de travailler avec un groupe restreint, donc composé, comme vous l'avez vu rapidement, de Geneviève Boucher, Stéphane Amargé, Stéphanie Flachet, Anthony Frémaux, Dominique Garot, Christophe Pouilly, Éric Seuillet et moi-même, qui assure en quelque sorte le pilotage de l'équipe, mais c'est vraiment un travail collectif et tout le monde y participe étroitement. Je suis en train de faire le rewriting, c'est juste une petite information qu'on m'a demandé de vous faire aujourd'hui pour vous tenir au courant. Donc en gros, si je puis dire, la méthode de travail, ça a été de rencontrer beaucoup de monde, de lire beaucoup de choses et de travailler beaucoup ensemble. Et évidemment, chacun séparément, puis ensemble, de commencer à rédiger. Je suis en train, je le répète, de faire le rewriting et en gros, aujourd'hui, le plan donnerait ceci: une première partie après un avant-propos et une introduction, une première partie qui s'intitulerait Deux nouvelles forces à la manœuvre produisent un renouvellement confus des idées. C'est une proposition de titre. À ce stade, je n'exprime que le résultat d'un travail collectif, mais avec mes mots à moi, donc ceci devra être validé. L'idée, c'est de mettre en avant le fait qu'il y a des forces négatives, destructives, et des forces positives, constructives, et donc de voir ce qu'il y a derrière par rapport à nos objectifs de civilisation. Et y a-t-il un dépassement? Peut-on surmonter ces contradictions et avancer? C'est surtout la partie centrale, la deuxième partie, qui est importante à nos yeux, puisque c'est le cœur de notre dispositif. Et là, le titre, aujourd'hui provisoire toujours, c'est une organisation systémique des transitions et l'élaboration de pistes de solutions s'impose. Parce que nous avons voulu vraiment faire un livre de recommandations, de propositions, plutôt qu'un simple livre de constat, parce que je crois que le constat, il est assez connu, même s'il est important que nous disions notre lecture du constat. Et donc là, nous avons repris ce que nous avions un petit peu écrit à la contribution pour France Stratégie, c'est-à-dire élaborer, ou plutôt étudier 4 écosystèmes. L'écosystème de la connaissance, qui est précieux et qu'il nous faut développer. Le numérique, deuxième écosystème, le numérique devient notre nouveau paradigme économique industriel. Qu'en faire? Comment? Pourquoi?
avec quelles limites, avec quel contrôle, avec quelle maîtrise. Troisièmement, l'écosystème, l'écologie, enfin en gros l'environnement et l'économie circulaire, des enjeux primordiaux à maîtriser. Donc là, nous avons toute une problématique autour de l'économie circulaire, mais aussi en quoi l'économie circulaire et toute cette problématique environnementale peut être à terme la réflexion autour d'une économie contributive et empathique. Et puis, le quatrième écosystème, que nous avons appelé un nouveau contrat social économique, le nouveau contrat économique et social qu'il nous faut, eh bien, ça veut dire revisiter le pacte social, ça veut dire reconsidérer le contrat actuel, ça veut dire peut-être un nouveau contrat monétaire inclusif, un nouveau pacte fiscal. Bref, là, il y a, contrairement à la gouvernance par les nombres, évoquée notamment et étudiée par Alain Suppiot, eh bien justement, quel type de gouvernance il nous faut, quel type de contrat social il nous faut, et justement, la quatrième partie, la troisième partie, c'est la question de la gouvernance. Et donc, je l'ai titré pour l'instant une dynamique de réussite grâce à une nouvelle gouvernabilité ou une nouvelle gouvernance. Nous débattrons du terme de gouvernance. Et donc là, nous verrons à la fois ce qu'on peut appeler la gouvernabilité dans le nouveau contexte local, le nouveau contexte de complexité, de croissance des interdépendances. Puis nous étudierons écosystème par écosystème, tel que je viens de les présenter, leur gouvernance spécifique. Et enfin, nous étudierons la conduite de la conduite des transitions et le problème toujours compliqué du passage à l'échelle. Enfin, une quatrième et dernière partie établira, je dirais, les valeurs. Quelles valeurs proposons-nous pour un futur humain? Car tout part des valeurs, c'est nos finalités. Et donc nous aborderons un certain nombre de questions complexes, comme l'individu, comme la liberté, comme la coopération, comme la compétitivité, comme la coopétition, les rapports entre progrès technique et humanisme, etc., etc. Puis nous conclurons, nous ferons une synthèse des recommandations et nous ne manquerons pas d'établir un glossaire. Voilà ce que je voulais vous dire, ce qu'on m'a demandé de vous expliciter, de façon à ce que personne ne se sente abandonné par ce groupe de travail qui travaille au sein de la fabrique du futur et qui essaie de rédiger quelque chose qui pourrait être porteur de nos valeurs et de nos idées. Mais j'attire pour conclure l'attention de toutes et de tous, même si nous partageons beaucoup de valeurs, nous apercevons qu'il y a quand même beaucoup de choses encore à creuser, beaucoup de choses complexes, qu'il y a des contradictions au sein de nous-mêmes, au sein du groupe, qu'il y a des choses à aplanir, des difficultés à essayer de solutionner, et donc de vraiment discerner sur quoi nous sommes d'accord et sur quoi il y a encore un travail de réflexion à mener. Voilà, je vous remercie. Bonjour Jean-Pascal. Tu viens donc de publier un livre chez Libre et Solidaire. Ton livre est intitulé Pour une société contributive, une intelligence collective en émergence. Quel est le principal message de ce nouvel ouvrage? Alors, principal message, c'est pas forcément facile à énoncer. Disons que dans un monde devenu hyper complexe, seul un double engagement individuel et collectif nous permettra de relever démocratiquement les enjeux de la transition vers une société post-carbone, plus résiliente, plus juste, plus solidaire, plus spirituelle et plus respectueuse du vivant dans son ensemble. Or, si nous n'avons jamais sans doute été aussi intelligents individuellement, faute d'un trop grand individualisme, nous n'avons jamais été aussi indigents collectivement. Il est désormais impératif, si nous ne voulons pas nous laisser dicter notre avenir par la peur, de mobiliser notre intelligence collective autour d'un grand projet désirable au sein duquel chacun pourra en devenir un acteur singulier. Il nous faut pour cela ouvrir de nouveaux espaces et de nouvelles modalités de contribution par lesquelles un
je, responsable et émancipé, viendrai féconder un nous solidaire et interdépendant. Une telle société est possible. Mieux, elle est déjà là. C'est ce que je démontre au travers de quelques exemples dans mon livre. Merci Jean-Pascal. Donc, la crise systémique actuelle nous confronte à un triple défi économique, social et environnemental. Comment peut-on individuellement et collectivement arriver à résoudre? Nous restons encore aujourd'hui en grande partie enfermés dans des cadres de pensée hérités des Lumières et plus largement des logiques de domination aliénantes dans lesquelles nous nous sommes enfermés. Domination sur la nature dont nous devons absolument sortir et domination de l'homme par l'homme qui nous maintient dans un état d'aliénation en complète contradiction avec les nécessités actuelles. Pour faire face aux défis du monde à venir, il est impératif de dépasser ces modes de domination tout en préservant les principaux idéaux humanistes à partir desquels nous avons construit notre société démocratique. Alors, c'est la liberté, la volonté d'émancipation et l'autonomie de la science, avec le savoir comme propre fin. Aujourd'hui, doublement orphelin d'un Dieu transcendant et d'une raison raisonnante, dont on mesure désormais toutes les limites, nous sommes confrontés à une perte de sens, à un vide qui nous a fait perdre une grande partie du sens commun. Il est urgent de renouer avec un nouveau projet collectif qui fait sens pour tous, au sein duquel chacun, pleinement conscient des nécessaires interdépendances, pourra contribuer à la construction du monde à venir. C'est la société contributive que j'appelle de mes voeux. Justement, Jean-Pascal, comment favoriser l'avènement de cette fameuse société contributive? Effectivement, c'est un sujet assez complexe. Une société contributive repose sur la libération des capacités d'initiative et de créativité de tous les acteurs sociaux afin de les tourner vers le triple défi économique, social et environnemental. Il est nécessaire pour cela d'engager simultanément 4 profondes réformes. Celle de nos modes économiques, d'éducation, d'organisation et de gouvernance à la base de nos mots actuels. Ces modes sont, rappelons-le, interdépendants de leurs réformes et leurs réformes doivent donc être menées conjointement. Je n'ai pas le temps de développer en quoi ces différentes ruptures, auxquelles je consacre un chapitre chacune, consistent, mais je peux expliquer en quelques mots les grandes nécessités auxquelles elles renvoient. Sur le plan économique, on sait aujourd'hui que nos modes de consommation et de production sont devenus insoutenables et doivent donc être profondément réformés. Dans le même temps, il s'agit aussi d'inventer de nouvelles modalités, encourageant la mobilisation de tous les acteurs sociaux vers la création de valeur au sens large, c'est-à-dire de la valeur tout autant économique, sociale et environnementale. On ne pourra le faire qu'en sortant des dogmes de croissance du PIB, en faisant des entreprises des vrais acteurs du changement et en misant sur les capacités d'investissement citoyennes de l'ensemble des acteurs sociaux. Nos modes d'éducation, quant à eux, sont en grande partie tournés vers la couverture des besoins de notre appareil de production. Ils doivent être transformés en profondeur en les tournant aussi vers la formation d'acteurs de la transition et vers le développement des capacités de coopération, de solidarité et d'adaptation sans lesquelles on ne relèvera pas le défi collectif. Il s'agit aussi de mettre les territoires au cœur de notre dispositif d'éducation en favorisant l'émergence de territoires apprenants à qui il reviendrait de développer les capacités de l'ensemble des acteurs locaux. Concernant nos modes d'éducation pyramidaux, qui sont tournés vers la compétition et les performances sans fin, ils doivent se défaire le plus possible des contraintes verticales sclérosantes propres au modèle pyramidal pour favoriser les modes d'auto-organisation de l'ensemble des acteurs de l'organisation. Ce faisant, on libérera des qualités d'initiative et de créativité de chacun, et c'est toute la société qui gagnera en résilience et en capacité d'adaptation. Pour finir, il convient de faire de la démocratie le principal point d'appui dans la conduite de la destinée de l'homme, en incitant chacun à devenir un acteur de la construction du bien commun. Cela implique tout à la fois de développer des capacités individuelles et collectives des citoyens, en sortant de notre anthropocentrisme, de partager le mieux possible les connaissances disponibles, d'encourager les pratiques délibératives et de se défaire des croyances selon lesquelles nos élites et nos experts
sont les mieux placés pour nous indiquer le chemin à suivre. Merci, mais en finale, une question que j'aurais dû te poser au début, mais qui va te permettre de conclure. Pourquoi avoir écrit ce livre et quelle suite en espères-tu? Alors, j'ai écrit ce livre, comme mes 4 précédents, pour creuser une intuition et recapitaliser sur mes nombreuses lectures. En d'autres termes, le premier client de ce livre, c'est moi. J'y développe et explore, à l'instar de mon précédent livre, sur les territoires, la conviction selon laquelle les grands changements de demain n'adviendront pas par le haut, mais avec la contribution du plus grand nombre. Bien sûr, nous ne saurons pas faire face aux enjeux du réchauffement climatique sans une politique volontariste et la mobilisation d'importants moyens d'État. Mais j'ai l'intime conviction que nous n'arriverons à rien de façon démocratique si, dans le même temps, nous ne changeons pas radicalement la méthode en travaillant à faire de chacun un acteur de la transition. Le contributif ne doit pas être une variable d'ajustement pour optimiser nos modes de fonctionnement collectif actuels, mais il doit se situer au cœur de la stratégie. J'en appelle donc à une véritable révolution copernicienne, mettant chaque acteur et l'intelligence collective de l'ensemble du vivant au centre de l'action de transformation. Ce qui suppose de croire en l'homme et en sa capacité de se réinscrire dans un projet de développement inclusif. Si mon livre contribue un tout petit peu à cette avancée majeure, je ne l'aurais pas écrit pour rien. Merci Jean-Pascal pour cette présentation qui, je l'espère, donnera envie de lire ton livre.